Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Bonjour Michel Gad-Volkovitch. Bonjour Alexis. On vous appelle Micha, hein, on va vous appeler Micha. Ouais, voilà, absolument. tout au long de cette conversation, Micha Volkovitch, vous êtes un psychanalyste français émérite, vous êtes professeur de psychopathologie clinique dans beaucoup de lieux universitaires, notamment l'université Paris-Orsay, mais aussi à Tel Aviv et à l'université de Glasgow. Vous êtes président de l'association internationale et interuniversitaire de psychanalyse Chibolette, actualité de Freud. C'est pas de psychanalyse, mais peut-être j'y reviendrai. Ah, vous allez y revenir. Chibolette, donc, qui est une association interuniversitaire autour de l'actualité de Freud et qui organise de nombreux événements très réguliers dans le cœur de Paris. Et vous publiez Images de divan, 16 psychanalystes nous ouvrent leurs portes, agrémentés donc de photos notamment, qui sont très belles et qui nous donnent à voir le lieu de l'écoute de ce que Arthur Schnitzler en son temps appelait la pénombre des âmes. C'est un très beau livre absolument passionnant qui paraît aux éditions Hermann. On va évidemment y revenir dans un instant. Vous avez été l'un de ceux, vous n'êtes pas le seul, Michel, qui après le 7 octobre 2023 avait analysé l'extrême violence du Hamas comme une rupture anthropologique. Alors on va revenir sur ce concept, il est passionnant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, d'après vous, sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan des représentations symboliques, on va dire 1 an et demi, après cette tragédie, et après le début d'une nouvelle phase, en quelque sorte, de l'opposition entre Israël et une partie du mouvement palestinien islamiste. Écoutez, j'avais été amené effectivement à employer ce concept de rupture anthropologique juste après le 7 octobre, parce que ça me semblait important, devant la levée déjà des dérives, des inversions, du négationnisme, etc., de refixer ce qu'il en était de la nature du crime. Vous vous souvenez qu'on avait du mal. Moi, j'avais fait une réunion avec l'Institut français à Tel Aviv, que je salue d'ailleurs, parce qu'ils ont eu beaucoup de courage à ce moment-là et de détermination. On a fait une réunion très vite à Tel Aviv pour rassembler les gens qui étaient totalement traumatisés, sidérés, pétrifiés, et donc qui avaient besoin un petit peu de se rassembler pour essayer de se donner justement un peu des représentations, pas seulement de ce qui se passait, mais de ce qu'ils vivaient eux-mêmes. Et parce que, encore une fois, le traumatisme était tellement abyssal qu'on ne pouvait plus penser, qu'on ne pouvait plus... Tout était délié, y compris la pensée et les représentations. Et donc j'avais appelé ça « Comment nommer ». Comment nommer. D'ailleurs, José Anous, qui a fait un film après, qui est le 7 octobre 2023, Un crime sans nom. Et il y a eu des débats d'ailleurs sur la façon de nommer. On a employé le mot pogrom, on a employé le mot Shoah aussi, etc. Je pensais qu'il fallait essayer, mais je crois qu'on ne l'a pas toujours trouvé, mais c'est peut-être pas... Il faut du temps, il faut de l'après-coup probablement. Nommer cet événement qui d'ailleurs n'est pas fini. Un peu comme on avait dit avec Éric Martier et Claude Lanzmann, la Shoah n'est pas terminée. Oui, il y a quelque chose d'interminable. Il y a quelque chose qui est interminable au sens psychopathologique dans notre tête, absolument. Mais au sens aussi de l'attaque, de l'attaque contre les Juifs qui n'est pas terminée. Le 7 octobre a été lui-même un événement dans la suite d'autres événements dans le cours de l'histoire, Et je pense qu'il faut essayer de trouver un nom, même si on ne le trouve pas tout de suite, de tourner autour pour contextualiser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'historiciser, le subjectiver, le politiser, etc., et pas que ça rentre dans la confusion des langues. Alors, le nom de pogrom, par exemple, vous l'avez évoqué, Micha Volkovitch, il a été, je crois, d'ailleurs, évoqué le premier par le président de l'État d'Israël, Israël Herzog. Est-ce qu'il vous paraît convenir, disons, nommer correctement la tragédie ? Je crois que rien ne nomme exactement, et en même temps, ça résonne. C'est la suite, ces gens du Hamas, on reviendra d'ailleurs sur le mot, parce que je pense que maintenant on parle du Hamas comme d'une abstraction. Je crois qu'il faudra parler des Palestiniens, parce que quand je parle de rupture anthropologique, on doit parler de culture, on doit parler de psyché collective. Bon, je rappelle, Alexis, quand même, que moi j'interviens pas en tant qu'expert politologue, vous le savez, j'interviens en tant que psychanalyste. On va y venir, et en tant qu'ayant une expérience de la psychopathologie, sans faire de psychanalyse appliquée au peuple et au groupe, évidemment. etc. Mais Freud disait que la psychanalyse est aussi une psychologie sociale et qu'on peut analyser les peuples comme on analyse des individus. Alors évidemment, on ne met pas les peuples sur un divan,
mais ça peut nous inspirer quand même pour comprendre un petit peu comment fonctionne, comment se construit une masse plutôt qu'un peuple, hein, comment un groupe se construit en masse, en foule plutôt qu'en peuple, et comment il agit effectivement en foule. Je crois que c'est important effectivement de le déterminer. On est 1 an et demi après. Comment vous regardez justement le peuple palestinien? Vous venez de l'évoquer. Oui. Est-ce qu'il faut, comme certains le préconisent, il y a un débat qui est ouvert, hein, le traiter comme un bloc uni en quelque sorte, derrière les formes les plus extrêmes de la représentation de son mouvement national? Là, on pense notamment au Hamas, naturellement. Ou est-ce qu'il faut faire des distinctions au sein du peuple palestinien entre ceux qui penchent du côté de l'islamisme, voire de l'islamisme radical, avec toutes les dimensions antisémites, évidemment, qu'il déploie, et ceux qui se réclament encore, on va dire, même s'ils sont minoritaires, d'un nationalisme laïque, j'allais dire en quelque sorte, forgé dans la longue histoire des nationalismes arabes. D'accord. Je vais revenir quand même sur le traumatisme et la rupture anthropologique pour essayer de développer un petit peu ce qu'il en est de mon processus de subjectivation. Tout à fait. Pour essayer de la mettre de côté et essayer d'être le plus auprès de la réalité. On a tout le temps qu'on veut cet après-midi sur Radio J, cher Mischa Volkovitch. D'ailleurs, ça me fait penser justement à ce que vous disiez, association psychanalytique. C'est pas une association psychanalytique, Chibolette. Il y a beaucoup de psychanalystes, effectivement. Le Chibolette réunit des gens de disciplines différentes, et c'est très important, et on essaye de se rassembler pour discerner, analyser les signes, les signaux, les traits marquants du contemporain. Les traits marquants d'une clinique du contemporain, des problématiques humaines, culturelles, civilisationnelles, etc., afin d'en construire et de reconstruire à chaque événement, justement, ce que moi j'appelle une psychopathologie fondamentale, c'est-à-dire qui réunit effectivement tout le monde. Alors pourquoi actualité freudienne, puisque c'est le sous-titre de Chibolette, c'est parce que c'est la méthode. Moi, ce qui m'intéresse là, avec cet ensemble, avec ce collectif, c'est la méthode freudienne, c'est l'éthique freudienne, qui consiste justement à essayer, comme le faisait Freud avec ses textes, notamment ses textes d'anthropologie psychanalytique, Avenir d'une illusion, le Moïse... mais aussi le malaise dans la civilisation. Le malaise dans la civilisation. C'est, d'abord, il disait pourquoi il est intéressé par un sujet. Qu'est-ce qui l'a amené à étudier ce sujet? Et il parlait de lui à ce moment-là. Il parlait de son transfert, comme on dit. Il parlait de son transfert sur le sujet. Qu'est-ce qui le touche? Qu'est-ce qui le touche personnellement? Et en quoi ça l'intéresse pour la clinique, effectivement, individuelle et collective. Et je pense que ce travail de subjectivation qu'il faisait, il est extraordinaire, par exemple, quand il parle du Moïse de Michel-Ange, où il dit je n'ai pas pu, j'ai raté plusieurs fois. D'abord, j'ai pas pu aller à Rome. Vous savez, il avait une phobie du train parce qu'il avait une phobie d'aller à Rome, justement à cause de l'antisémitisme catholique. C'était très difficile pour lui d'aller à Rome. Il l'a compris après, pas tout de suite. Il allait à Rome, il a raté l'église Saint-Pierre-aux-Liens où il y a la statue de Moïse. Il est passé devant, il l'a raté. D'ailleurs, par identification, j'ai fait pareil 2 fois. Et puis, il s'est aperçu aussi que devant la statue, devant la sculpture de Michel-Ange du Moïse, il a eu la même réaction que ce que Freud appelle la racaille, c'est-à-dire les gens qui se révoltaient contre Moïse, qui leur apportaient l'étape de la loi, c'est-à-dire avec toutes les contraintes de la loi auxquelles ils étaient appelés à s'allier, j'allais dire soumettre, mais à s'allier, à faire le choix de cette alliance au prix évidemment des contraintes. Donc il a eu ce mouvement de révolte contre Moïse qui leur apportait quand même des choses difficiles, y compris les 40 ans de traversée du désert, sans hareng et sans... etc. Et sans douceur. Et sans douceur. Et il éprouvait ce moment de colère. Et donc, effectivement, il analysait sa subjectivité pour ensuite pouvoir essayer de la dépasser et être le plus objectif possible. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça que je me réfère à la méthode et à l'éthique de Freud. Et bien sûr, il y en a d'autres. Il n'y a pas que Freud, mais en tout cas, c'est celle-là. D'ailleurs, dans Chibolette, il y a aussi la Bible, le livre des juges, il y a Paul Celan. Enfin, on a d'autres références, effectivement, autour de ça. Alors Mischa Volkovitch, un autoportrait se dessine en creux, bien sûr, au travers de tout ce que vous nous dites là. Comment, aujourd'hui, le freudisme, qu'on appelle la psychanalyse, mais vous vous inscrivez dans la filiation du freudisme, très clairement, oui. Vous n'avez pas dévié ni vers le lacanisme, ni vers le jungisme, ni vers d'autres dérivés, en quelque sorte, de la psychanalyse. Comment éclaire-t-il les fractures, les abîmes
voir ce qu'on appelle la brutalisation actuelle de notre monde, hein, qui éclate sous nos yeux, notamment avec le Trumpisme, par exemple. Alors, ce qui, ce qu'on peut appeler son testament, le Moïse et la religion monothéiste, Freud dit une chose assez extraordinaire, assez extraordinaire parce que c'est d'actualité, quoi. À savoir, il différencie la religion juive, qui pour lui n'était pas qu'une religion, vous le savez. C'était une pensée, c'était une éthique, encore une fois, etc., une forme de pensée. Bon, pour vous aussi, visiblement, d'ailleurs. On va pas y revenir. Mais bon, il parlait en gros du judaïsme comme la religion du Père, hein, c'est-à-dire la place du Père. Hein. Il parlait de l'islam comme une société de frères. Hein. Une société de frères, sans père, contrairement à ce qu'on croit. Et croyez-moi, dans la clinique, moi qui ai beaucoup travaillé à l'hôpital, y compris dans des dispensaires, enfin ce qu'on appelle les CMP, où on accueille beaucoup de familles diverses, le père est souvent dans les familles musulmanes, est tenant, est brutal, est autoritaire, mais symboliquement, il n'existe pas beaucoup. C'est la mère. C'est la mère à la maison. Alors elle est recalée à la maison avec tout ce qu'on connaît, mais c'est quand même elle qui domine, qui d'ailleurs, d'un point de vue projectif, renvoie à la question de la Houma, hein, qui est centrale aujourd'hui. Hein, qui est centrale, parce que tout à l'heure, vous parliez de mouvement national. On sait très bien maintenant, on se rend compte très bien maintenant que depuis le départ, la question des mouvements de libération nationale comme l'Égypte, etc., était total, ou en Algérie, puisque c'est quand même très d'actualité, était totalement intriqué avec l'islamisme déjà, hein, avec la culture musulmane, la culture religieuse musulmane, mais ils étaient très adroits, avec l'aide des soviétiques, à annoncer à l'Occident ce que l'Occident était prêt à entendre, libération des peuples, socialisme, etc., etc. Tout ça était déjà très mélangé, et la Houma était déjà très, très présente. Et puis, il annonçait quelque chose qui est assez, je trouve, assez génial. C'est le danger pour l'avenir, et notamment pour les Juifs, pour l'antisémitisme, et aussi donc pour l'Europe en retour, c'est la débaptisation des peuples. Hein. Il disait le danger, plus tard, ce sont les peuples, ce sont les peuples débaptisés. Hein, c'est-à-dire les catholiques, bien sûr, il parlait du renoncement à la culture, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'extrême gauche. L'extrême gauche, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est les pauliniens. Ils ont exactement les mêmes concepts, hein, l'universalisation, l'égalitarisme, l'indifférenciation, on le voit dans le wokisme. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement dénié, c'est-à-dire l'origine catholique de cette culture. Ou chrétienne au sens plus large. Chrétienne, hein, voilà, oui, chrétienne, absolument. Ce déni-là, évidemment, fait retour de façon d'autant plus violente, ça c'est la psychopathologie la plus élémentaire, hein, avec cette violence-là, qui est l'antisémitisme, l'antijudaïsme, parce qu'il y a quelque chose de commun. Alors là, je vais dans tous les sens, Alexis. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on a une vision globale, hein, des enjeux de notre monde au travers de la grille psychanalytique. C'est passionnant, on continue. Voilà. Je crois qu'il y a un point de rencontre depuis un certain nombre d'années qui n'est pas qu'un malentendu. C'est un point de rencontre inconscient entre l'islam aujourd'hui, enfin, dans le monde contemporain, et l'Europe en particulier, l'Occident, mais l'Europe en particulier, qui est effectivement ce fantasme de substitution. Hein, ce fantasme de substitution. C'est-à-dire, effectivement, qu'il y a quelque chose du déni. Alors, évidemment, je crois qu'il faut considérer aussi le nazisme, c'est-à-dire quelque chose quand même central dans l'histoire de l'Europe, qui n'est pas venu comme ça par hasard. Et je crois que vous êtes, à mon avis, beaucoup plus sensé à parler de ça que moi. Je pense que le nazi n'est pas venu n'importe comment, et pas seulement en Allemagne, mais aussi en Europe, comme un point d'aboutissement, ou en tout cas de passage de toute une généalogie de pensée européenne, y compris d'ailleurs dans la haine des religions, enfin du christianisme, etc., hein, comme on le voit dans l'extrême gauche aujourd'hui. Et ce point de rencontre, c'est effectivement le déni de l'histoire, le déni de l'antériorité, qui aboutit à une sorte de délire de filiation et délire d'auto-engendrement, c'est-à-dire il n'y a rien eu avant, il n'y aurait rien après. Ce fantasme ce délire de filiation amène effectivement une question d'envie, qui est effectivement l'envie de la figure paternelle, de la loi, etc., qui entrave le narcissisme revendiqué dans la Houma d'un côté et dans
cette sorte de droit à tout qu'on rencontre dans l'Europe, d'envie, de projection, de haine, de destruction, et de destruction qui doit s'accompagner qui doit être, parce qu'effectivement, il n'y a pas de substitution possible s'il n'y a pas de destruction. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de témoins. Il ne faut plus qu'il y ait de témoins. Donc c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, le 7 octobre représente ça. Non pas que ça n'a pas existé avant. Il y a eu des tas d'attentats où on a éliminé des bébés, des familles. Tiens, on reparle de la famille Fogel aujourd'hui. Tout à fait. Dans la nature des crimes a toujours été le même. C'est-à-dire égorger, exterminer, liquider d'une certaine façon des familles. Tout ce qui peut représenter une filiation, une généalogie juive. Simplement, en Israël, finalement, comme partout, toute une population, finalement, c'est un peu habitué à ça. C'est le prix à payer de la gestion des choses. Le 7 octobre, évidemment, à force de gérer, et donc on était dans le déni de la nature des choses, de la nature de la réalité à qui on avait affaire, et donc de cette histoire. Et on a été effectivement très négligent, avec des responsabilités qui seront à dégager, mais il y a d'abord une responsabilité collective quand même, dans cette négligence, parce qu'on a voulu gérer quelque chose. On s'est habitué à ce que les gens de Sderot reçoivent des requêtes, et voilà, je connais bien les enfants et les adolescents de Sderot qui, depuis 25 ans, sont quand même extrêmement atteints, entamés par cette angoisse de ce qu'ils vont recevoir sur la gueule tous les jours. On a accepté ça, finalement. Bon, et le 7 octobre, ça, évidemment, la réalité, s'est révélé dans son horreur et dans sa massivité, et ça a été, on a fait face au déshumain, ce que j'appelle le déshumain, pas l'inhumain, le déshumain, hein, alors, ce qui n'est pas pareil. Nous, on vient de brasser déjà beaucoup de concepts pour comprendre le contemporain, à la manière dont vous le faites, à la tête de cette belle association internationale et interdisciplinaire Chibolette. Donc, on a plein d'éléments déjà de lecture du contemporain grâce à vous, dans cet entretien exceptionnel. Misha Volkovitch, on en est très heureux. Alors, merci. On poursuit. Nous avons donc la tentation des peuples débaptisés, désoriginés, désaffiliés. Absolument. Mais nous avons en face, et le Trumpisme, qu'on le veuille ou non, le représente, avec les discours de J.D. Vance notamment, la tentative d'une forme de restauration. On peut dire réactionnaire si on veut employer un mot global, et ce n'est pas un jugement de valeur. Oui. Comment vous analysez ce face-à-face ? Est-ce qu'il y a, dans ce contexte symbolique global, encore une place pour un républicanisme modéré que la tradition française a porté, par exemple, hein. Oui. Alexis, j'espère que ce sera le cas ici, comme ça sera le cas probablement aux États-Unis. Vous le croyez ? Oui, je le crois. Il n'y a pas une polarisation aux États-Unis qui est en quelque sorte irréversible tant que Trump est là ? Je ne crois pas, parce que d'abord, écoutez, je suis un peu partial et un peu partiel, et j'avoue quand c'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà. et je l'assume. D'abord, on peut penser tout ce qu'on veut de Trump et de Vance, effectivement, qui se révèle assez inquiétant. Pour autant, il met un coup dans la fourmilière. Vous ne renvoyez, comme certains républicains français, vous ne renvoyez pas dos à dos les excès du Trumpisme ou du muskisme et l'islamo-gauchisme woke dont on vient de parler. Sûrement pas. D'accord. Sûrement pas. Écoutez, je crois qu'il faut, pour l'instant en tout cas, il faut admettre que Trump n'a assassiné personne, n'appelle pas au crime de toute une population, quelle qu'elle soit. Bon, il a une politique de l'immigration qui est ce qu'on en pense, mais que le peuple américain, en tout cas, attend. Je veux dire, vous parliez de réactionnaires, moi je l'entends, vous avez raison, mais je l'entends dans le sens de réactionnel aussi. C'est-à-dire que la majorité, la grande majorité du peuple américain, et pas seulement les beaufs du Texas, de l'Arkansas, comme on veut bien le penser en France, ou en tout cas dans les médias et dans ce qu'on appelle l'élite ou l'autoproclamée élite intellectuelle française, sur lequel Chibolette a fait quand même souvent des séances sur la désubstantialisation du réel dans l'intelligentsia française, qui a souvent, en grande partie, été assez proche des dictatures, fasciné par les dictatures, le nazisme, le bolchevisme, n'en parlons pas, et aujourd'hui l'islamisme. Hein. Je veux dire, bon, donc qu'on critique Trump en les mettant comme ça, en le mettant en miroir des islamistes, je trouve ça assez indécent, assez obscène. Et de mauvaise foi. Je veux dire, il représente une grande partie de la population américaine, et pas seulement, comme je le disais, les beaufs, mais aussi une grande partie de gens, d'intellectuels, d'écrivains, de gens de New York, etc., qui n'osaient plus parler. Je veux dire, il faut se rendre compte, et Alexis, vous le savez, que le wokisme est quand même une tyrannie d'ailleurs folle. Une tyrannie folle, parce que à la fois leur totalitarisme de la pensée
qui exclut, on l'a vu encore dans les manifestations hier, les manifestations soi-disant féministes, hein, leur tyrannie macartiste, etc., qui réunit effectivement de façon inclusive, entre guillemets, toutes les minorités soi-disant ou vraiment d'ailleurs, qui ont été vraiment opprimées, et qui s'allient à l'islamisme, on le voit encore de façon très claire, sont complètement fous, parce qu'effectivement, ils s'allient à l'islamisme parce que les totalitarismes, évidemment, s'attirent, hein, mais aussi, ça va être les premiers, peut-être les deuxièmes, à être exterminés par eux. Hein, je veux dire, quand vous voyez queer pour la Palestine, je veux dire, vous vous dites, il y a quand même un délire, quoi. Il y a quand même un délire. Déjà, il y a un délire wokiste, je veux dire, qui nie les différences, qui nie les, etc. Et encore une fois, ça fait partie. C'est pas un jugement de valeur. C'est dénier la réalité des choses et après. C'est pas pareil que défendre les minorités, défendre les droits des minorités. Ça passe pas forcément par le déni des réalités et par l'exclusion des autres. Bon. Et ça, c'est un totalitarisme. Mais il y a aussi cette alliance avec l'islamisme qui est quand même extraordinaire et qui est quand même folle, parce qu'effectivement, c'est eux qui vont être aussi... moi, j'ai un passant queer, par exemple, qui se réclame du queer. Et quand je lui dis, mais parce que bon, il a une dimension masochiste assez importante, donc moi, je rentre pas dans l'idéologie, évidemment, avec lui. Mais à un moment, quand il va manifester avec eux, et je lui dis, quand même, à propos de son masochisme, quand même, vous savez avec qui vous manifestez, est-ce que vous risquez, comme ceux qui sont à Gaza ou en Afghanistan ou en Iran, etc., vous serez lapidés, mis à mort, etc. Il me dit, oui, mais quand même. Oui, mais quand même, c'est-à-dire une identification effectivement victimaire qui est totalement délirante. Alors, Michel Gad Volkovitch, vous êtes un grand psychanalyste, vous présidez l'association internationale Chibolette, vous enseignez dans de nombreux lieux universitaires, notamment Paris-Orsay, mais aussi à Tel Aviv et à Glasgow. Alors, c'est passionnant, on fait un tour d'horizon, on fait de l'actualité au travers du prisme de la psychanalyse freudienne, puisque vous en êtes un des éminents représentants dans la France d'aujourd'hui. Je renvoie à votre nouveau livre, Images de divan, chez Hermann, les excellentes éditions Hermann. Alors, justement, on vient d'évoquer beaucoup de sujets du contemporain, mais vous n'avez quand même pas répondu tout à fait à ma question sur la brutalisation. Elle sous-entendait une chose très claire. C'est la réaction actuelle des Européens, qui ne sont pas forcément tous des woke, hein, faut relativiser, bien sûr. À la manière dont ils voient que sont traités un certain nombre de leurs protégés. On commence, évidemment, si vous voulez, à évoquer la scène qui, pour le psychanalyste que vous êtes, a dû évoquer des choses, où Volodymyr Zelensky se fait gronder en public, plus que ça même, hein, massacré par le président des États-Unis et son vice-président. Comment vous avez regardé cette scène? Avec sidération ou vous vous en êtes réjoui? Non, évidemment. Non, avec sidération, vous avez raison. Avec sidération. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans la psychanalyse de Trump, j'en sais rien, je peux pas faire ça. Maintenant, on peut très bien imaginer que c'est un personnage, effectivement, qui est dans la toute-puissance. Les élections l'ont conforté, puisqu'il a remporté les élections largement, avec une majorité à la Chambre, une majorité au Sénat, etc. Il y a un sentiment de toute-puissance, probablement de vengeance aussi, quelque chose de narcissique qui est un peu inquiétant, évidemment. De sadique? Oui, probablement. Oui, caractériel, sadique, sûrement. Oui, il y a une jouissance. Il y avait une jouissance. Hein. D'ailleurs, cette jouissance, elle était programmée, quoi. Cette scène était programmée avec le journaliste qui intervient, avec Vance qui prend le relais, etc. Oui, il y a certainement une jouissance sadique. Très inquiétante, bon, une toute-puissance narcissique est inquiétante. Hein. Moi, je ne soutiens pas le personnage de Trump. Ce que je dis simplement, c'est que moi, ça me renvoie à l'Europe et le déni, là, encore une fois, de réalité, que l'Europe a été totalement surprise, pensant que jamais il serait réélu. Je veux dire, et le déni, effectivement, que les Américains puissent voter Trump, et ils ont continué à dénier en pensant que c'était, encore une fois, les pecnos du centre des États-Unis. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Et je pense que ça a renvoyé cette élection encore une fois, Trump est imprévisible. En tant qu'Israélien, je m'en suis réjoui parce que c'est, je veux dire, plus clair, en tout cas à court terme, c'est plus encourageant. Il a livré des bombes, pour moi c'est matériel, ça, les bombes importantes que Biden ne voulait pas, etc. Si des fois il fallait attaquer l'Iran, il l'a fait. Ce qu'il dit, il le fait, pour l'instant en tout cas. Alors il peut dire quelque chose de contraire et faire quelque chose de contraire dans 3 jours. En attendant, c'est moins, je trouve, moins pervers, c'est plus caractériel, mais moins pervers que Biden et que l'administration démocrate qui était totalement prise par une aile de ce parti-là. Hein, et d'ailleurs, il faut se souvenir, le parti, les États-Unis, pendant longtemps,
pendant 20 ans, ont tout fait pour effectivement qu'Israël puisse se défendre, mais aussi ont tout fait pour l'empêcher de gagner les guerres. Alors après, ça posera une question identitaire, Alexis. C'est pourquoi, alors qu'il y a 30 ans, Israël ne cédait pas au chantage de qui que ce soit quand on prenait des otages, soit la pression des États-Unis et tout. Enfin, en tout cas, essayait de ne pas y céder. Pourquoi on y cède maintenant? Alors, la situation est différente et tout. Bon, encore une fois, moi, je parle plus en termes psychopathologiques et identitaires qu'autre chose. Voilà. Donc oui, je me suis réjoui de l'élection en tant qu'Israélien et en tant que Juif. Je me suis réjoui de l'élection de Trump. Et j'avoue, une petite jouissance quand même, peut-être un peu perverse, c'est quand il dit « ça suffit », c'est-à-dire le wokisme « ça suffit », c'est de la folie, et qu'il enlève 400 millions de dollars à l'Université de Columbia, qui est complice de l'antisémitisme et de la violence qui s'y déploie, etc. J'avoue que bon, ça c'est un acte. Alors, notre ami Alain Finkielkraut dans Pêcheur de perles, son dernier essai événement, qui est un très beau livre, on l'avait d'ailleurs invité à en parler, il a une page d'anticipation, c'était avant la réélection de Trump, en disant, bon, on va sans doute vers cela, mais on va tomber de Carib dans Scylla, c'est-à-dire on va passer effectivement du règne du wokisme, pour aller très vite, à l'inverse, c'est-à-dire l'anti-intellectualisme de la droite extrême américaine, qui n'est pas mieux. Vous partagez pas l'optique de Finkielkraut, hein, vous? Non. C'est incroyable. Oui, c'est intéressant. Et pourquoi? Non, c'est incroyable. C'est intéressant, allez-y. Je suis pas sûr que la majorité des intellectuels juifs aujourd'hui sont sur la même ligne qu'Alain Finkielkraut, que j'aime beaucoup par ailleurs. Si on cite deux éminents intellectuels français, alors on les suit ou pas, hein, mais Bernard-Henri Lévy ou Alain Finkielkraut se rejoignent sur le diagnostic du Trumpisme. Oui. Hein, voilà. Mais je crois que c'est un passage. Il y a un retour du balancier. Il y a un retour du balancier. Alors on peut le regretter. On peut regretter que le passage se fasse pas de façon plus intelligente, plus progressive, etc. Mais je pense qu'à des moments, il faut des actes. Il faut des actes. Je veux dire, on n'a pas le temps. Je veux dire, moi, j'aimerais bien qu'ici, en France, parce que au fond, en France, on est sidérés, les intellectuels et les médias sont sidérés de la capacité. Alors, encore une fois, elle peut être quelquefois malheureuse, la façon dont ça se fait, la violence dont vous parlez, je suis d'accord, dont l'administration de Trump réagit. Ok, bon. Ils sont sidérés aussi quand Israël se défend de la façon dont il se défend. C'est de la même façon. C'est-à-dire le fait qu'on agisse renvoie à une sorte d'impuissance et de masochisme que j'appelle pervers de l'Europe. Pervers parce que narcissique. Hein. On est pur, on est dans l'humanitarisme, on est contre toute violence. Et qu'on va rationaliser. Donc on va être surtout contre la violence de ceux qu'on peut critiquer sans danger, pas les autres. Hein. On est dans une sorte de fantasme de pureté intellectuelle qui fait qu'on ne passe jamais à l'acte. Bon, le fantasme de la belle âme, comme on disait. Hein. Absolument, absolument. Alors effectivement, qu'est-ce que fait au fond Trump? Il renvoie à l'Europe le fait que l'Europe se soit jamais organisée pour avoir une armée, pour se défendre, pour donner un sens. L'Europe est une idée formidable au départ, et par des gens formidables. Cassin, Schuman, etc., c'est des gens formidables. Bon, qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, il se trouve qu'on est là aussi un discours paradoxal. Quand les Américains sont là, on les appelle les gendarmes du monde, les impérialistes, etc. Et quand ils disent débrouillez-vous, maintenant on le fait plus, ils nous lâchent, c'est pas des alliés, ils nous trahissent, etc. Ils nous renvoient à l'impuissance européenne qui n'est pas nouvelle. Elle était déjà avant 40. Il faut pas l'oublier, elle était avant 40, cette impuissance, etc. Je pense, vous savez, Alexis, à quelque chose de très important que j'ai quelquefois dit. Ce qui marque l'Europe, c'est pas la culpabilité des colonies, etc. Là, on voit ce qui se passe avec l'Algérie. On en reparlera peut-être. On va en parler là dans un instant. Pour mon ami, notre ami Boualem. On va en parler juste après. Je crois que ce qui est marquant et qui a déterminé toute une généalogie de la pensée à partir de 1945, c'est la honte. C'est la honte de la collaboration qu'on a voulu nier. Hein. On a voulu mettre de côté De Gaulle le premier. Hein. Il fallait pas parler de la collaboration. Et c'est la Shoah. Et il fallait pas parler non plus de la Shoah après la guerre, vous le savez, en France. Hein. Voilà. Il y a cette honte inconsciente. Et vous savez, quand il y a une honte inconsciente qui ne s'élabore pas, c'est pas de la culpabilité, la honte. Eh bien, on se cherche un objet de haine qui va se légitimer pour essayer de liquider la honte sous-jacente. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et je pense que l'antisémitisme qui s'est lâché là
ce qui est déchaînement pulsionnel après le 7 octobre, le 8 octobre, rappelez-vous qu'on a accusé Israël, dont notre président, on a accusé Israël de se venger de massacres de l'histoire de l'hôpital qu'ils auraient bombardé alors que c'était pas eux, mais on s'est précipité à les accuser avant même que Tsahal rentre dans Gaza. C'est-à-dire le 8, tout était déjà en place pour inverser les choses. Je pense que c'est lié à cette honte où absolument on se cherche un objet de haine légitimable pour liquider cette honte. Hein. Et je pense que l'Europe est toujours là-dedans et ça participe aussi effectivement de ce point de rencontre avec l'islam qui va régler effectivement le problème par délégation. Hein. On va régler le problème juif inconscient par délégation. C'est pour ça que je parlais que la Shoah n'est toujours pas terminée en Europe. Alors Michel Gad-Volkovitch, on a un entretien passionnant. Vous êtes évidemment psychanalyste. Nos auditeurs de Radio J vous connaissent bien. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont, je le rappelle, dernièrement, Images de divan avec 16 analystes qui ouvrent les portes de leur divan. C'est passionnant, aux éditions Hermann. Alors justement, est-ce que vous pensez que le continent européen, le vieux continent, comme on dit, avec quelques exceptions, la Hongrie notamment, mais est en proie à un processus, comme le disent certains, d'islamisation par le bas, et qui est en quelque sorte un phénomène massif et irréversible. Est-ce que vous pensez cela ? Écoutez, irréversible, j'espère que non, mais largement entamé, oui. On le voit tous les jours. Je veux dire, moi je le vois à la fac, je le vois à la fac, je le vois à l'hôpital, je veux dire concrètement. Je pense qu'il y a toute une partie quand même du politique qui est extrêmement marquée par ça. Pour plein de raisons, dont celle que j'ai évoquée, de proximité idéologique, de tentation, de fascination du totalitarisme, dans un monde très incertain. Voilà, on se raccroche. Moi, ce qui me frappe, Alexis, et ce qui m'inquiète, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Laissons les médias, laissons les vieux politiciens, laissons LFI même de côté. Quoique, LFI, pourquoi ils ont du succès ? C'est parce que, évidemment, ils font de l'électoralisme auprès d'un certain public, mais il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, de tous les milieux. C'est pas seulement les racailles du 9-3, de tous les milieux, qui viennent de toutes les écoles. Vous qui êtes prof dans une école de journalisme et à la fac, vous devez le savoir. Je veux dire, les jeunes sont incroyablement fascinés, votent LFI en majorité, sont pro-Hamas, oui. Ils sont alors, c'est pas mon expérience personnelle, mais peu importe. C'est pas, je vous écoute avec intérêt. Dans des universités publiques, le phénomène doit être développé. Voilà. C'est largement développé avec tous les profs aussi qui ont été d'une complicité extraordinaire, etc. Il y a des tas de profs qui peuvent plus enseigner, qui peuvent plus rentrer même dans l'université. Et c'est pas Nanterre ou Sani, c'est la Sorbonne. Mon ami Yana Grishpoun pour en témoigner, par exemple, Sandrine Sfark, enfin, il y en a beaucoup comme ça. Ils ne peuvent plus enseigner. Vous pouvez plus inviter n'importe qui. Et croyez-moi, c'est pas inviter bien un sûr. Fasciste, etc. C'est plus possible. Bien sûr. Et alors, effectivement, ce phénomène des jeunes, qui par générosité d'ailleurs, je veux dire, dès lors qu'on leur parle d'humanitarisme, il y a quand même un truc quand même que je vais rappeler, par rapport au traumatisme. Je vous en prie, Michel Volkovitch. Par rapport au traumatisme. Il y a eu effectivement, il y a quand même, le traumatisme c'est toujours quelque chose de cumulatif, les petits et les grands, et de toutes sortes, tout se cumule, il n'y a pas de différence. Dans l'inconscient, il n'y a pas de différence. Il y a effectivement le traumatisme du 7 octobre, ce massacre épouvantable, etc. Et encore une fois, de nature du déshumain, où il s'est agi d'exterminer toute une filiation, toute une généalogie. La fameuse césure anthropologique dont vous avez parlé. Et avec cette jouissance, effectivement, que j'ai appelée jouissance incestueuse de mort, notamment avec cette scène qui, pour moi, est très paradigmatique de ce Palestinien, dont on dit toujours qu'il est jeune. Hein, vous savez, vous avez remarqué ça, les Palestiniens sont toujours jeunes quand on parle, et innocents. Il appelle sa mère, plein de sang juif, et sa mère dit pas seulement formidable, formidable, tu es un héros. Elle dit je voudrais jouir avec toi, partager ce sang juif avec toi. Hein. C'est-à-dire, voilà, pour essayer d'exprimer ce qu'est la nature, pas seulement l'excès, mais la nature. Hein. On est dans autre chose, effectivement, cette jouissance incestueuse de mort, qu'on retrouve aussi dans la confusion, entre guillemets, des corps maternels, entre Chiri, Bibas. On envoie un autre corps, c'est pas rien quand même d'envoyer un corps qui est un corps probablement d'une femme palestinienne. C'est-à-dire cette confusion. Hein, on est dans quelque chose, effectivement, d'inidentifiable, de confusion, et ça renvoie à ce fantasme de substitution. On se mélange, on se substitue,
on ait le même truc, etc., qui évoque pas seulement le martyr, mais qui évoque vraiment ce fantasme de confusion et de substitution. Voilà, ça c'est la nature des choses. Le négationnisme, on en a parlé. Et ces jeunes sont fascinés, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on leur a inculqué, parce qu'ils n'ont pas de culture. Il y a une responsabilité de l'enseignement de l'histoire qui est quand même incroyable. Ils ne savent rien sur rien du tout, et notamment sur ce qu'on appelle improprement ce conflit, qui n'en est pas. Ils sont dans la confusion des langues, dans la confusion des phénomènes, et ils sont dans la seule idéologie, c'est l'humanitarisme universaliste. Hein, c'est la nouvelle religion, et la palestinophilie, effectivement, est devenue l'étendard de cet universalisme. C'est par générosité. C'est par générosité que ces jeunes-là. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de colonne vertébrale. Les profs ne sont plus des profs. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, mais dans un climat où au fond, ils vont dans le mainstream. Ils ont pas le choix. Il y a ceux qui sont idéologiques et qui y vont et qui le créent. Et puis il y a ceux qui ont peur, qui cèdent un petit peu à la psychologie de masse, etc. Et donc, il y a ce qu'on appelle quand même, et là, on rejoint le wokisme, il y a une absence de figure du père, au sens symbolique du terme, et je pense que cette honte dont je parlais, parce que voilà, je reprends le fil de tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a créé ? Elle a créé toute cette généalogie de pensée qui commence par le déconstructivisme, le relativisme culturel, etc., qui font que la réalité n'est plus la réalité, qu'elle est ce qu'on veut qu'elle soit, hein, on veut qu'elle soit, et il le disait, je veux dire que ce soit Bourdieu ou que ce soit Foucault, etc., il le disait. La réalité, et Derrida même, que beaucoup admirent, la réalité est ce qu'on veut qu'elle soit. Et ce qu'on appelle, ce que Aron a si bien, vous qui êtes un spécialiste magnifique de Raymond Aron, et vous en avez parlé à Chibolette magnifiquement, cette désubstantialisation du réel idéologisée est une catastrophe. Je pense que c'est lié à la honte pas de la défaite, mais de ne pas s'être battu, et de la Shoah. Et on en vient effectivement à toute cette idée, c'est devenu une idéologie, une façon d'être, etc., où on a tous les droits, y compris où la pensée devient une opinion. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes, c'est passionnant. Mischa Volkovitch, on fait une sorte d'analyse du contemporain au travers du regard psychanalytique que vous portez sur lui. Il nous reste deux grandes questions au fond à aborder. Une question de fond d'ordre philosophique, mais elle se pose dans le cadre d'un grand entretien de Radio J. On est très heureux de vous avoir cet après-midi. C'est un débat, hein, depuis les débuts de la psychanalyse, depuis les années 1900, c'est un débat de fond qui n'a jamais été vraiment tranché, mais chaque psychanalyste a son opinion sur la question et elle est souvent fondée. Le cœur de l'homme est-il bon ou est-il mauvais ? Écoutez, je ne dirais pas comme ça, ni bon ni mauvais. Pourquoi ? Parce que il y en a qui parlent comme ça, des psychanalystes. Oui, il y en a, oui, absolument. Mais il y en a qui sont dans le déni de ce qui s'est passé le 7 octobre aussi. Hein. Il y a 1000 psychanalystes, enfin 10 psychanalystes qui ont fait une tribune là, extraordinaire, parce qu'eux-mêmes, des psychanalystes, alors il n'y a pas des Français dans cette liste de 1000. Hein. Il y a des Américains, il y a des Sud-Américains, beaucoup de Sud-Américains, etc., qui veulent que les autres psychanalystes et que les sociétés analytiques officielles s'excusent, se mettent à genoux, s'excusent pour ne pas reconnaître le génocide à Gaza. Ça, c'est la première chose. Vous imaginez quand même. Hein, alors que les sociétés psychanalytiques sont déjà très prudentes, très phobiques. Hein, elles n'ont pas dit grand-chose, etc. Mais elles doivent s'excuser. Et ils associent ça en disant, mais en même temps, vous devez vous excuser de combattre le wokisme qui est l'idéologie de liberté et de droit pour tout le monde que vous contestez. C'est extraordinaire de lier des psychanalystes qui lient effectivement l'anti-wokisme avec l'islamophobie. C'est extraordinaire quand même. Bon. Alors, pour vous répondre, c'est ça. Donc des psychanalystes, il y a de toutes parts, il y en a toutes sortes. Donc je pense que il n'est pas bon ni mauvais. Je pense que c'est à la fois un être pulsionnel, et tout dépend effectivement après des liens qu'il pourra nouer avec son environnement immédiat. Hein, et ça se construit. Un enfant, ça se construit. Il n'est pas bon ni mauvais au départ. C'est un être pulsionnel qui a des besoins, et qui va s'étayer sur la réalité extérieure. C'est pour ça que c'est aussi important. Cette réalité extérieure, elle dépasse évidemment la maman, les premiers soins, etc. Il y a la place du couple, hein, le fonctionnement du couple. Il y a la question, ce qui se transmet d'inconscient à inconscient et d'une famille et d'une génération à l'autre. Et ce qu'on peut espérer, c'est que
quelles que soient ces tendances, y compris pulsionnelles, qui peuvent être mauvaises, qui peuvent être destructrices, évidemment, c'est que l'environnement l'aide à pouvoir sublimer ça et à faire des choix et à trouver du plaisir dans la sublimation, dans la créativité, etc., plutôt que dans la pure violence. Or, effectivement, il y a quelque chose dans nos sociétés actuellement qui ne peut plus jouer ce rôle d'étayage sublimatoire, de créativité, autre que dans la réalisation pulsionnelle. Alors, on a une conversation de fond absolument passionnante sur l'effacement du nom du père, comme élément structurel de l'Occident, en quelque sorte. Mais vous parlez pas beaucoup, et vous avez été un homme de gauche, même très à gauche, dans votre jeunesse, Mischa Volkov. Vous parlez pas beaucoup du capitalisme, des conditions qu'il fait, j'allais dire, à l'organisation du symbolique. Pourquoi ? Parce que la question sociale est secondaire pour vous aujourd'hui ? Non, elle est pas secondaire. D'abord, je ne sais pas si j'ai été... Vous savez, quand j'avais 18-19 ans... vous étiez un homme de gauche. J'étais anarchiste. Voilà. Oui, voilà. J'étais anarchiste. Oui. Vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui, mais d'une autre façon. Voilà. Mais j'étais déjà sioniste, parce que j'étais baigné par le sionisme, et j'étais sioniste déjà. Et donc, j'essayais de conjuguer les deux. Je vous dis pas, Alexis, que ça a été quand même très dur, parce que mes copains trotskistes, y compris anarchistes, etc., n'ont pas tardé dès 67 et encore plus en 73 quand je suis à vous asticoter, pour employer le lithos. Plus que m'asticoter. Voilà. Donc voilà. Et j'ai voté comme beaucoup pour Mitterrand en 81, effectivement, en ayant un espoir d'ouverture d'esprit, d'ouverture culturelle, au sens, encore une fois, de Freud, le travail de culture, etc. Et de liberté de penser. Bon, bien sûr. Maintenant, où en est la gauche aujourd'hui ? Alors, d'où ça vient je crois qu'on va pas... Je vais pas développer ça aujourd'hui avec vous. Écoutez, on a 6-7 minutes, mais on peut y aller. Alors, la gauche, alors, on va dire la gauche, à l'exception, bien sûr, de personnalités. Oui. Il faut citer des hommes qui s'y situent, qu'on le veuille ou non. Que ce soit François Hollande, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, pour ses représentants politiques, le courant de gauche républicaine, modéré. Ils ont tous dénoncé l'embastillement de notre ami commun, Boualem Sansal, le grand écrivain franco-algérien. Ils ont tous dénoncé. Donc on ne peut pas dire... Pas tous. Non, mais ces hommes-là. Mais on ne peut pas dire que la gauche en globalité, comme vous l'avez dit, se lave les mains du sort du sort de Boualem Sansal. Alexis, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord ? Non, mais c'était pour vous faire réagir. Voilà. Écoutez, effectivement... moi, j'ai initié ce livre qui va sortir le 27 mars. Un livre événement. Pour Boualem Sansal, parce que j'étais totalement sidéré d'abord par le fait que notre ami Boualem soit kidnappé, pris comme un otage. Comme un otage. Je crois qu'il faut employer le mot. Il est un otage, pas à n'importe quel moment, au moment effectivement d'une tension entre l'Algérie et la France. Tout à fait. Sur des questions qui n'ont rien à voir, qui sont liées au Sahara occidental, etc. On est bien d'accord. Oui, pas seulement. Il y a aussi lié à l'immigration, puisque et puis pour des raisons personnelles aussi. C'est le moment aussi où Boualem venait d'obtenir 2-3 mois avant la nationalité française. C'est le moment aussi, je crois que c'est très important, où ça a été la douche froide pour le gouvernement algérien. Il faut rappeler que le gouvernement algérien est à la fois évidemment très proche de l'Union soviétique et en même temps très pro-Hamas. C'est l'un des pays arabes les plus pro-Hamas quand même, il faut le rappeler, et qu'il l'a toujours été. C'est le moment où il y a eu une douche froide avec la défaite du Hezbollah, l'évolution à Gaza et puis les attaques sur l'Iran qui ont quand même entamé, je crois, assez sérieusement le régime iranien. Je pense que la crispation de l'Algérie n'est pas sans lien avec ça. Je pense que peu de gens en parlent, mais c'est à ce moment-là. Voilà. Et puis, effectivement, il y a le personnage de Boualem avec sa liberté de penser, avec son amitié pour Israël, avec ses engagements contre l'antisémitisme et contre l'islamisme. Effectivement, il y a plein d'éléments qui se sont télescopés pour qu'il soit cette victime d'un régime terrifiant, et qu'il l'est depuis très longtemps. Et là aussi, on retrouve, Alexis, on en parlait tout à l'heure à propos de l'Égypte, etc., on retrouve à la fois ce soi-disant nationalisme arabe et cet islamisme, les deux étant totalement intriqués. Bon. Donc, voyant ce qui se passait, voyant aussi qu'au fond, ça n'avait pas ému tellement de gens au départ, la prise en otage de Boualem. Ça n'a pas ému beaucoup de gens, et notamment à gauche, je suis désolé, notamment à gauche, mais pas seulement. Ça a été, oui, d'accord, c'est pas bien, mais quand même.
Et d'ailleurs, quand vous citez François Hollande, il a été absent, là, à la réunion de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, où il devait être voté une résolution pour la libération de Boualem-Sansal. La gauche s'est abstenue, ce que vous appelez la gauche républicaine, qui est quand même très inféodée à LFI. Vous allez jusque-là? Bien sûr. Intéressant. C'est toute leur prise de position est là, que ça soit sur Israël, que ça soit surtout, à part Jérôme Gage, là, à part quelques-uns, qui va pas tarder peut-être d'ailleurs à devoir partir, Hollande s'est abstenu enfin, ils sont pas venus et ont laissé la gauche dite républicaine, qui était social-démocrate à l'époque, s'abstenir. S'abstenir, c'est extraordinaire quand même, avec un prétexte, une rhétorique totalement lâche, etc. Alors, vous citez les autres, effectivement, Manuel Valls, Cazeneuve, qui ont collaboré, qui ont contribué à ce livre, mais qui sont périphériques. Oui, mais enfin, ils sont périphériques. Ils ne sont pas absents du cours le plus intérieur de l'histoire de la gauche française. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais au contraire, peut-être pour moi, ils représentent cette gauche qu'on souhaite revenir un peu au pouvoir. Mais c'est pas celle qui est aujourd'hui majoritaire. C'est pas celle qui est officielle. C'est pas celle qui prend des décisions. C'est pas celle qui prend des alliances. Ils sont au contraire périphérisés. Valls, on l'a mis de côté il y a longtemps. Cazeneuve, on n'en veut pas. Au Parti socialiste, on n'en veut pas. Voilà. Donc ils sont de gauche, oui, d'accord. Moi, je suis d'accord avec la gauche, avec cette gauche-là. Mais malheureusement, c'est pas celle. Mais on a connu ça déjà avant la guerre. Je crois qu'on oublie. Je crois que vous n'oubliez pas. Vous êtes un historien, etc. Vous êtes rigoureux dans votre pensée. On oublie ça. Je veux dire, ce phénomène, effectivement, est-ce que c'est un complexe je pense qu'il y a un complexe trotskiste dans la gauche, d'extrême. Je pense que c'est un peu compliqué. En tout cas, quand j'ai vu effectivement la mollesse des réactions, à la fois du gouvernement, qui est plus que de la mollesse, quoi, qui est vraiment qui est plus que de la prudence, qui est de l'inhibition, qui est quelque chose de cet ordre-là, et puis effectivement le manque d'entrain pour réagir à cette situation. Avec Pascal Bruckner, on a décidé, et David Reynard, l'éditeur, d'initier ce livre au plus vite. Mais beaucoup de gens de gauche qu'on a sollicités, à part Cazeneuve, Valls et quelques autres quand même qu'on signé, Gabriel Attal aussi a contribué, beaucoup n'ont pas répondu. Hein. Ça les engageait pas forcément à énormément de choses quand même, d'appeler à la libération de Boualem et d'essayer de réfléchir sur cette situation. Donc c'est une situation quand même grave. Mischa Volkovitch, c'était passionnant. On pourrait rester une heure de plus, oui, très sincèrement. Je veux bien. Voilà, mais malheureusement, nous devons rendre l'antenne à Radio J. Merci infiniment. Donc, je rappelle l'image de Divan aux éditions Hermann. Et là, dans 15 jours, ce livre événement autour de Boualem-Sansal, avec de nombreuses personnalités, vous en avez cité certains et certaines, aux éditions David Reynard, et en collaboration, bien sûr, avec notre ami commun Pascal Bruckner. Merci à vous, Shavuot Tov, cher Mischa. Merci, Shavuot Tov.